Bonjour et bienvenue au 126e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et avec moi j'ai le Robert Muldoon des influenceurs ludiques. Petit futé. Vince! Donc ouais, Robert Muldoon, pour ceux qui n'ont pas compris la référence, c'est comme le garde de chasse dans le premier Jurassic Park, qui a l'air vraiment badass, mais que dès qu'il y a deux ennemis qui l'attaquent de deux côtés différents, il devient plus vulnérable que deux pré-ados un peu nerds qui mangent du jello. En plus, c'est drôle parce que, tu sais, au début du film, t'avais Alan Grant qui expliquait que les vélociraptors t'attaquaient des côtés. Il expliquait tout le plan d'attaque. Puis là, Robert Muldoon se fait avoir. Il aurait dû Sam l'écouter. Neill qui est décédé la semaine passée. Il n'y a pas de lien avec le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, mais quand même, ça a donné qu'on voulait faire un épisode sur des petits jeux de dinosaures. Ouais, un duel de jeux de dinosaures, donc un duel aux Horus ce soir. Et moi, je vais vous parler du jeu Soros. Et moi, je vais parler de First Giants. Mais ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout ça, on va faire un retour sur notre duel de l'an passé. Et l'an passé, on n'était pas dans les dinosaures pantoute. On était avec des gros euros de Vladimir Suchi. Moi, je vous avais parlé de Underwater Cities, donc un espèce de jeu de construction de tableau avec un genre de placement d'ouvriers, mais pas tout à fait. Gestion de main aussi, parce que dans le fond, quand tu places un ouvrier, si t'es capable de jouer une carte de la même couleur que l'emplacement où tu mets ton ouvrier, tu fais comme une double action. L'action sur ta carte plus l'action de l'emplacement. Mais il y a des fois où t'as pas le choix, tu dois faire juste l'action de l'emplacement. Puis tu sais, la façon que le jeu est balancé, les meilleurs emplacements sont associés aux cartes avec les moins bons effets et vice-versa. Donc un beau puzzle d'optimisation que je jouais en ligne de temps en temps, mais là, je pense que depuis le duel, j'y ai pas retouché, malheureusement. Là, je sais qu'il y a une extension qui est sortie l'automne passé donc c'est un jeu qui est quand même assez vieux, mais qui continue d'être supporté par l'éditeur et le designer. Là, il y avait d'autres extensions qui existaient avant, mais j'ai essayé aucune de ceux-là, mais je serais curieux de voir comment ça peut venir changer l'expérience. Là. De mon côté, il n'y avait peut-être pas des dinosaures, mais il y avait des œufs en masse dans mon jeu. Praga Caput Regni, qui était un gros euro qui se passe en Europe, où justement on va construire une ville en je veux dire, on va tous participer à construire la ville, puis à construire un pont dans la ville, puis on va aussi construire notre engin, qui est la principale mécanique du jeu. Puis il y a la salle de points qui se lie à tout ça. Fait qu'il y a plein de tracks. Il y a un mécanisme de sélection d'actions qui est intéressant avec une espèce de roue dentelée. On a aussi nos actions à nous autres qui vont être améliorées quand on va acheter certaines améliorations. On se construit une forteresse, on construit une cathédrale. Il y a plein d'affaires à faire, plein de planification à faire. Fait que c'est aussi de l'optimisation. Mais c'est un jeu que je trouve qui nous offre beaucoup un peu plus de liberté un peu que Underwater Cities. Parce que je trouve que t'as tout le temps plus d'options. Tu sais, l'aspect comme placement d'ouvriers de Underwater Cities, tu sais, ça te restreint quand le spot que tu veux il est pris. Là, tu sais, t'as toujours une sélection d'actions puis tu peux payer comme pour aller chercher des actions plus loin. Ça coûte cher, justement, aller chercher ces actions-là. C'est rare que tu le fais. En tout cas, moi, quand je jouais, c'est rare que je le faisais. J'avais tout le temps une ou deux actions que je trouvais qui valaient la peine. Là. Ouais, mais des fois, des fois, tu veux aller la chercher parce que tu veux être sûr qu'elle soit accessible et que l'autre la vole pas. Ou bien, c'est la façon optimale, tu coûtes un peu plus cher, mais tu vas faire ton action. En tout cas, on se restinera pas, là. On en a parlé en masse. Écouter l'épisode. Puis, fait que c'est ça. Fait que sur ça, on va pouvoir parler des jeux auxquels on a joué récemment. Puis en fait, ce qui est cool, c'est que récemment, on a eu la journée Board Game Duel où on a reçu certains d'entre vous
au Sherlock à Saint-Hyacinthe. Merci à tous ceux qui sont venus. Là. C'était vraiment une super belle journée. Puis en fait, Sam, je vais te laisser commencer parce que toi, tu as commencé la journée avec du lourd quand même. Oui, absolument. Moi, j'ai commencé avec Ada's Dream, designé par Tony Lopez et publié par Alley Cat Games. Et c'est sorti l'année dernière, puis quand il y avait eu le sociofinancement dessus, je l'avais presque backé parce que le thème m'intéressait vraiment beaucoup. Dans le fond, c'est Ada Lovelace. C'est une scientifique là, du 19e siècle là, qui... C'était pas une époque où c'était facile pour les femmes en sciences, on va se le dire. Pour les femmes en général, en fait, là, mais encore plus en sciences. Puis elle est créditée pour avoir créé les premiers programmes informatiques avec des machines qui ressemblent pas vraiment aux ordinateurs qu'on a de nos jours, là, mais elle faisait quand même de la programmation. Puis ça, c'est le thème du jeu, dans le fond, c'est pas trop clair qu'est-ce qu'on est, là, si on est des scientifiques ou des gens qui sont là. Ouais. Le thème, il est pas mal collé sur le jeu, je dirais, là. Moi, je comprenais qu'on était des genres d'assistants de Peut-être. Ada, puis qu'on essayait de l'aider à réaliser son rêve. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va drafter des dés pour aller chercher des bonus. Après ça, on va placer ces dés-là sur notre plateau. Puis là, dépendamment de la couleur du dé, ça va déterminer l'action qu'on fait. Puis dans le fond, les valeurs sur les dés et les couleurs sont importantes parce que comment qu'on va aller choisir notre dé, c'est qu'on comme. Il y a genre une espèce de roue avec les différents bonus qui sont dessus. On prend un dé, on l'amène au spot d'après. Puis après ça, où est-ce qu'on arrive? On doit prendre un des dés qui était déjà là, puis qui est de valeur égale ou inférieure au dé qu'on a déplacé. Fait qu'il faut que tu fasses un peu attention à qu'est-ce que tu laisses de disponible aux autres. Puis en plus, t'as comme un bonus si tu réussis à vider complètement un emplacement. Ben ça te donne l'action de ce bonus-là en plus de l'action où tu t'en vas. Fait que ça, c'est pour les tours que tu prends des dés, puis après ça, il y a des tours que tu places tes dés. Fait que là, tu places sur ton board, tu fais une espèce de grille, puis là, tu vas essayer d'aller placer des opérateurs mathématiques entre les dés que tu as placés sur ton board. Fait que là, il y a des plus, tu commences la game avec des moins, tu peux aller chercher des fois. Mais quand tu vas aller placer ces opérateurs-là, il faut que tu fasses certaines actions qui te permettent de le faire, mais surtout que tu payes les ressources qui sont associées, puis ça coûte très cher. En même temps, c'est ça qui va te faire beaucoup, beaucoup de points parce que pour toutes tes rangées et tes colonnes de ton plateau qui sont complètes à la fin de la partie, ben là, tu vas faire les opérations mathématiques sur les valeurs des dés que tu as draftées pendant la partie, puis ça va. Tu sais, mettons, j'ai un 2 plus un 6 fois un 3, ben là, je fais 8 fois 3, parce qu'on respecte pas la priorité des opérations dans ce jeu-là. On suppose qu'il y a des parenthèses partout. Mais bref, ça me ferait 24 points. Mais tu sais, pour ça, il faut que j'aie été capable d'aller drafter ces 3D-là, que je les ai placés à la bonne place, que j'aie placé mes multiplicateurs pendant la partie. Puis en plus de tout ça, on a comme, tu sais, avec les 4 couleurs de dés, il y a comme 4 mini-jeux autour. Tu sais, il y a une place où on peut se promener dans les différentes universités d'Angleterre pour dropper des cubes là, puis faire des points avec ça. Il y a, dans le game, j'ai dit pendant la partie que je trouvais ça drôle parce que c'est comme. Il y a un des mini-jeux, c'est comme des conference rooms, là, où est-ce que tu fais des meetings. Puis là, c'est comme un jeu de majorité de qui a mis le plus de disques dans les différentes conference rooms pour les différents meetings. Puis j'étais comme. Ah, ben c'est bien la première fois où ce que je vois que tout le monde se garochait pour essayer de. Tout le monde veut aller à ces meetings-là, là, parce que tu sais, quand tu vas là, ben ça te donne des cartes de plus. Parce qu'il y a aussi un aspect de. Un peu de deck building slash gestion de main, parce que quand tu joues ton dé, tu peux jouer une carte si la valeur du dé fit avec la carte que tu veux jouer, puis là ça te donne des bonus de plus, t'es capable d'aller placer ces cartes-là en dessous de ton tableau. Bref, il y a comme un paquet d'affaires, là, c'est du costaud, là, si on y va avec notre fameuse échelle de 1 à 5 pour complexité des règles, puis AE pour profondeur stratégique, j'aurais le goût de dire que c'est un bon 4C, peut-être 4D. Là. C'est dur à dire après une partie à quel point que il y a beaucoup de profondeur puis
beaucoup de voies stratégiques différentes. Là. On était pas mal tout en mode. Ben, à part Jean-Louis, là, qui lui avait déjà joué puis qui nous l'a montré, là, les trois autres joueurs, on était comme à notre première partie, puis on était pas mal en mode exploratoire, là, je te dirais. Ça s'est reflété dans les scores, ça aussi. Ouais. Moi, j'avais regardé un peu, justement, là, parce que j'avais vu sur le Discord votre discussion. Puis ça m'avait tenté de l'essayer. J'ai voulu quand même qu'on se sépare un peu pour qu'on joue un peu avec tout le monde. Fait que je me suis pas joint à vous. Mais c'est vrai que ça avait l'air d'être solidement lourd, mais quand même intéressant. Là. Je suis comme. Ça m'intriguait, je sais pas à quel point, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de comme mini-jeux sur le côté là, qui interagissent avec les dés, puis qui ont toutes des affaires différentes, puis des bonus différents. C'est ça, il y en a J'ai 4 l'impression que différents, puis c'est. tu peux pas comme tout faire pendant la partie. Je pense qu'il faut que tu essaies de te spécialiser, mais que tu en fasses un petit peu de deux, mettons, pour. Ben, tu sais, un que tu fais vraiment beaucoup, puis que tu essaies de maxer, monter au top de cette track-là, parce que chaque mini-jeu a comme sa track qui est associée aussi, qui peut valoir beaucoup de points si tu réussis à être le premier à te rendre en haut. Mais tu sais, faut que tu te regardes ce que les autres font, puis que tu fasses pas la même chose que tout le monde, je pense que ça peut aider aussi. Là. Si t'es tout seul à aller dans un de ces mini-jeux-là, ben c'est plus facile d'avoir la manne puis de ramasser tous les bons bonus. Parce qu'il y a souvent une question de premier arrivé, premier servi là, dans les bonus que tu peux aller chercher ou les actions que tu peux faire ou les points que ça va te donner quand tu vas placer tes affaires là. C'est tous ces mini-jeux-là, dans le fond, sont au service de enlever des disques de ton board pour les placer sur le board principal, puis comme scorer des points avec ça, mais aussi t'ouvrir des spots pour placer tes Les opérateurs. multiplicateurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Multiplicateur ou addition ou whatever, là, mais en tout cas, tes opérations pour compléter tes lignes puis tes colonnes. Puis aussi, une chose que tu peux aller chercher, c'est comme genre les programmes, là, pour ramener un peu sur le thème, là, parce que, comme je disais, le thème, il est... Tu sais, le jeu, il est super bien illustré, il est super beau, tu sais, tout fit avec l'époque, tout ça, mais comme... C'est très abstrait, là, c'est très détaché de ce que tu fais mécaniquement. Là. J'avais pas l'impression ben d'être un programmeur, là, mais dans le fond, t'essaies de... Les programmes, c'est des choses que tu mets au bout de tes colonnes puis tes dés. Des colonnes puis tes rangées, puis ça te donne un bonus immédiat quand tu le fais. Puis ça te donne beaucoup de points à la fin de la partie si les dés qui sont dans ce rangée-là ou ce colonne-là respectent la condition qui est sur ton programme. Là. Fait que ça peut être que genre toutes les nombres sont croissants ou il y a juste des nombres pairs ou il y a juste des roses puis des bleus. Ou, plus la condition est difficile, plus ça te rapporte de points. Fait que c'est une autre affaire à penser quand tu vas chercher tes dés puis d'essayer de maximiser tout ça. Là. Puis j'imagine que si t'es très très attentif à ce que les autres font, ben, tu peux comme te rappeler quel programme ils ont pris puis essayer de pas leur laisser les dés qu'ils faisaient avec ça. Là, mais moi j'étais pas rendu à ce niveau-là. Là. Ouais, faut avoir un autre niveau de focus, mettons, pour se rappeler de ça. C'est ça. Puis tu sais, comme la façon que les programmes sont faits, t'es slotés sur ton plateau personnel, fait qu'ils sont comme debout, fait que toi t'es vois, mais les autres joueurs les voient pas vraiment. Là. Mais ça fait comme les petites cartes là, avec les trous qu'il y avait dans les vieux ordinateurs. Là. Ouais. Ça ressemble à ça. Là. Fait qu'encore une fois, faites bien que le thème. Fait que j'ai bien aimé ça, je rejouerai avec plaisir, mais tu sais, je vais peut-être pas nécessairement l'acheter ou... Je pense que si t'aimes les gros euros de combo pis tout ça, pis d'optimisation, ben, tu sais, c'en est un parmi d'autres, là. Est-ce il était le fun, mais tu sais, j'ai pas de la dire qu'il se démarque dans une catégorie où il y a beaucoup de compétition, mettons, là. Ouais. Ben, je serais curieux. Je serais curieux de l'essayer, moi aussi, pour voir ce que ça donne. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Fait que c'était Alice Dream de Alley Cat Games et Tony Lopez. Moi, de mon côté, j'ai joué beaucoup à des jeux que j'avais déjà joués à la journée Board Game Duel. Tu sais, souvent, j'essaie d'essayer des nouvelles affaires, mais là, j'ai à peu près juste joué à des affaires que j'avais déjà jouées. Fait que, tu sais, j'avais amené Revenant, on a joué à ça. J'ai amené Cthulhu Death May Die. J'espérais que Mathieu soit là, puis ben, il n'a pas pu venir, mais on a quand même joué. J'ai joué à Sora, j'ai joué à Skyrise. Tous des jeux que j'avais déjà joués. Puis il y en a juste un, en fait, vraiment nouveau auquel j'avais pas déjà joué. C'était le jeu Troupeau ou Herd Mentality. Herd Mentality, pas facile à dire.
qui est sorti en 2020. C'est vraiment un jeu de party. Là. Ça peut jouer de 4 à 20 joueurs selon un Board Game Geek. Puis j'allais dire, ça peut se faire. C'est un peu. C'est comme Just One, mais totalement l'inverse, j'allais dire. C'est que. T'essaies d'avoir le En même mot gros, que tout le monde. c'était ça, tu sais. Puis t'as comme un énoncé qui est dit, puis là, tout le monde à la table doit écrire un mot qui est en lien avec cette phrase-là. Fait que, tu sais, ça peut être genre, c'est quoi le fruit le plus gros que tu penses pouvoir rentrer dans ta bouche sans le croquer puis la fermer, tu sais? Je suis Fait que, content que ça soit allé là, puis... mais il y a des phrases drôles de même, puis celle-là, c'était quand même comique, parce que tout le monde, quand on a vu ça, on s'est regardé, puis en fait, y a-tu quelqu'un qui va écrire banane? Il y a quelqu'un qui a écrit banane. Euh, mais là, c'est ça. Fait que tout le monde écrit des affaires. Fait que, il y a eu des kiwis, il y a eu des clémentines, il y a eu, je pense, des pêches, puis ça. Puis c'est le groupe qui réussit à avoir le plus de monde qui dit la même chose qui fait des points. Puis là, ben, selon selon comment on s'entend, ben, on fixe le pointage maximum pour le gagnant à 10, 20 ou whatever. Là, ça dépend de comment tu veux faire ça. Puis si jamais tu es vraiment tout seul à avoir écrit ton mot, comme justement là, à ce moment-là, je pense qu'il y avait juste une personne qui avait mis banane, ben tu te fais donner l'espèce de petite vache rose qui t'empêche de gagner tant que tu l'as. Fait que, tu sais, admettons, tu atteins le seuil de points. Si tu as la vache rose, tu peux pas gagner. Il faut que quelqu'un d'autre la prenne. Mais là, tu sais, ça dépend de ce que les autres vont dire. Fait que, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui, une fois, soit vraiment le seul à avoir dit une réponse pour qu'il prenne la vache. Puis quand je dis le seul, c'est parce que s'il y a deux personnes qui ont écrit un truc unique, ben, il n'est pas tout seul. Ah, Tu sais, ok. tu Faut que tu sois peux tout pas, seul à être tout seul. c'est ça. Fait que c'était bien drôle, là. Il y avait plein de phrases un peu louches. Puis c'était comique, là. En plus, on se connaissait pas toutes, là. Fait que c'était comme drôle. Justement, là, le fruit dans la bouche, c'était comme OK. Où il y avait aussi le plus petit animal qui pourrait supporter ton poids. Je te dirais qu'il y a beaucoup de chiens qui ont été dits, puis j'étais comme, voyons, un chien, ça peut pas supporter le poids de quelqu'un, là. Il faut que ce soit un gros chien, mettons. Ouais, c'est ça. Puis En pas tout une cas, il y grosse en avait personne. d'autres. Ouais. C'est Ben, tu comme... sais, Je sais pas si t'as déjà vu le sondage de genre, selon les différents pays, est-ce que les gens pensent qu'ils sont capables de battre comme animal, là? non, j'ai jamais vu ça. Fait que là, t'as comme un gradient qui va de rat jusqu'à comme éléphant ou grizzly, là. Ben, Pis voyons c'est donc. pas 0% du monde qui disent qu'ils vont battre un éléphant ou un grizzly. Fait que tu sais, je pense qu'il y a du monde téméraire, là. Ouais. Fait qu'en tout cas, fait que c'est ça. C'était un jeu de party, c'était drôle. Je pense que ça peut se sortir facilement, là. C'est un jeu de party, fait que, tu sais, complexité, stratégie, c'est pas mal du 1A, là, Ouais, on ouais. s'entend? Mais on a bien ri. C'était bien drôle. Ben, c'est le fun, ce genre de jeu-là, dans ces journées-là. Puis moi aussi, j'en ai essayé un pendant la journée. C'est le jeu qui s'appelle Things in Rings ou Trucs en stock en version française, qui avait été apporté par David, le professeur Board Game, qui est venu faire un tour avec nous au Sherlock. Donc, on a joué à ça avec une bonne gang. Là. Je pense qu'on était 5 ou 6 joueurs. C'est encore un espèce de jeu de party de mots, mais dans le fond, c'est comme un diagramme de veine, le jeu. Fait qu'il y a comme 3 cercles qui sont comme des règles pour savoir si le mot il fit dans le cercle ou pas. Fait que tu sais, il y en a un qui a rapport avec comment que le mot il s'écrit. Il y en a un qui a rapport avec le concept général du mot. Puis il y en a un que c'est plus comme ses propriétés physiques. Sauf qu'il y a juste... Là, nous, on joue en mode coop. Là, je pense que tu peux jouer en mode compétitif. Là, mais en bref, en mode coop, il y a un joueur qui sait c'est quoi les différentes catégories. Mettons, tu sais, pour le mot, ça peut être... c'est un mot qui a 2 lettres qui se répètent collées. C'est pas propriété physique, tu sais, c'est comme c'est fait en bois ou comme il y a du bois dessus, puis
conceptuellement, ça peut être genre ça tient dans ta main ou pas, ou c'est fabriqué par l'homme, ou c'est naturel, ou tu sais, comme. Ben des catégories un peu space puis weird. Puis dans le fond, toi, tu reçois une main de carte avec des mots dessus. Puis là, quand c'est ton tour, tu dois placer ton mot. Tu sais, comme au début de la partie, la personne qui sait c'est quoi, elle va placer. Tu reçois une main de 10 cartes, puis elle va en placer 5. Fait que soit dans un cercle seulement, ou dans à la rencontre des trois parce que ça fit dans les trois conditions, ou à l'extérieur de tous les cercles parce que ça fit pas pantoute. Puis en plaçant ces cartes-là, ben la personne essaie de nous donner un indice sur c'est quoi ces règles-là. Puis nous, notre job, dans le fond, c'est d'essayer de placer nos cartes. Puis le temps que tu te trompes pas, ben tu peux continuer à placer des cartes. Puis là, quand tu te trompes, t'en repiges un autre. Puis le but, c'est que tout le monde se débarrasse de toutes ces cartes. Je pense que c'est en 4 ou 5 tours. Là. Fait que là, au début, tu y vas pas mal à tâtons, mais après, comme plus il commence à avoir de mots sur la table, plus que tu peux déduire c'est quoi les règles de ces différents anneaux-là. Là. Puis dans le fond, il y a comme 3 niveaux de difficulté dans le jeu. Là. Nous, la première partie, on l'avait faite avec des cartes faciles. Puis on l'a réussi quand même assez bien. On s'est pas trop trompé. Là, mais après ça, on est passé au niveau de difficulté moyen. Puis comme c'est des affaires pas mal plus ésotériques, puis moins évidentes, là, on a perdu. C'est peut-être juste parce que c'était Martin qui donnait les indices aussi. Là. Le call contre Martin qui peut pas se défendre. Ça devient un running gag. Ouais, ben là, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir l'inviter pour qu'il puisse se défendre. Là. Ouais, je suis d'accord. Fait que c'est ça, un petit jeu ben simple, que tu peux jouer avec n'importe qui, avec ta famille, des non-gamers, envoie donc. Un autre 1A, puis qui te force à penser, des fois, outside of the box, mais inside of the ring. Oh my god. Puis j'imagine que c'est le genre de jeu où, tu sais, quand t'es vraiment bon, tu peux te qualifier de Lord of the Rings. Pourquoi pas, il y en Je a pense plein qu'on de va ces arrêter. jeux-là de ce temps-ci. Je Ouais, pense que je j'allais l'avais dire, pas on va. dit, ça a été designé par Peter Hayward, puis publié par Allplay. Ouais, c'est drôle de te parler de David, puis tu m'as fait penser que c'est pas vrai. J'avais joué à un autre jeu que j'avais pas essayé, mais t'en avais déjà parlé. C'était Excalibur. Hmm, Une espèce de love letter, mais avec plein de rôles, puis l'idée c'est d'avoir l'épée. Là. J'ai trouvé ça cool. C'était pas mal intéressant. Mais c'est chaotique. pas mal, ouais. Mais on a eu bien du fun. Là, tu sais, ça s'est promené pas mal, puis à un moment donné, tu sais, tu penses que je pense que c'est lui qui a l'épée. Tu vas faire tel move, puis là, quand tu l'as, puis que tu vois que l'autre joueur à côté de toi a un truc qui fait tourner les chips, là, c'est un peu étonnant. Mais c'était bien drôle. J'ai bien aimé. Puis c'était la version full deluxe, là, puis c'était assez impressionnant quand même. Pour un Ouais. jeu de party, là, tu sais, c'était deluxe, là. Ouais, ben c'est Rockstar Game, là. Ils savent qu'est-ce qu'ils font quand ils déluxifient quelque chose. Ouais. Puis moi, un autre jeu que j'avais amené à cette journée-là, mais qu'on n'a pas eu le temps de jouer, mais toi et moi, on aura pu y rejouer plus tard, puis que je vais finir le segment avec ça. Fait que c'est le jeu Manoir Bizarre, designé par Louis Blaise et Justine Van Neufel, et publié par Bombix, distribué ici au Québec par Hilo, qui nous a envoyé une copie presse. C'est un jeu de... Dans le jeu, c'est des cartes, là, mais effectivement, c'est comme du placement de tuiles, dans lequel on va Ouais. bâtir notre manoir bizarre, parce qu'on est comme les tenanciers d'un manoir dans l'entremonde, là, un peu entre l'enfer puis Le monde des vivants, là, tu sais, ouais, le purgatoire, je sais pas trop, en tout cas, petit feeling un peu Beetlejuice, là, mais plus cartoon, là, moins épeurant, peut-être. Pis Ouais, tu sais, c'est moins trash. Y a pas de grosse violence, là. non. Puis c'est très satirique, là. Dans le fond, on veut que nos clients ils nous laissent des bonnes reviews là, sur TokTok et Instagram. Là. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'on va, à chaque tour, on va recevoir une main de cartes. On va en choisir une qu'on garde pour nous, pour rajouter à notre manoir. Puis après ça, les autres, on les passe à nos voisins. Sauf si on joue à 2 joueurs, là, on choisit laquelle qu'on y passe, puis l'autre, on fait juste la discarter. Là.
Fait qu'à chaque tour, c'est ça, on va placer 2 cartes, là, celle qu'on a choisie pour nous, puis une de celles qui nous a été envoyée par l'adversaire. Et sur les cartes, dans le fond, il y a comme différentes divisions de pièces là, de ton manoir. Là. Fait que tu peux avoir des murs, des corridors plus ouverts, t'as des échelles puis des escaliers pour changer d'étage, puis pour être capable de placer une carte au-dessus d'une autre ou à côté, ben faut que tu sois capable de te rendre à partir de ton entrée puis passer par les corridors puis les échelles pour te rendre là. Puis dans le fond, tu vas placer tes cartes sur la table là, pour faire ton manoir. Puis pendant la partie, tu peux aussi, plutôt que la rajouter à côté d'une autre, la carte, tu peux la mettre par-dessus une qui est déjà là. Ce qui va potentiellement te couper des chemins parce que sur les cartes, des fois, il y a comme des reviews négatives là, qui vont te faire perdre des points. Puis t'as aussi à chaque partie comme il y a comme un architecte qui te donne un genre d'objectif là, d'avoir tant de cartes qui ont telle bannière. Parce que des fois les cartes peuvent avoir différentes bannières là, qui sont comme les différents types de pièces qu'il peut y avoir dans ton manoir, là, comme des chambres, des salles de bain, des salles pour faire des rituels sataniques. Là. Le genre de choses standards que tu pourrais avoir dans un Dans un manoir. Là. hôtel hanté, là. Fait que c'est à chaque game, tu vas avoir un objectif différent. Puis des fois, quand t'en as trop d'une affaire, ben ça peut devenir pas bon ou des trucs comme ça, là, dépendamment du scénario que tu joues. Puis en plus, on a comme des clients mystères qui sont là à chaque game. Puis au début de la partie, tu vas en regarder un de ceux-là. Il y en a un par joueur, je pense. Et dans le fond, tant qu'ils sont face cachée, ils vont pas arriver à effet. Mais il y a certaines cartes que quand ils sont placés dans le manoir, ça va te permettre de choisir lequel des clients mystères tu veux retourner, puis là, appliquer son effet à la fin de la partie. Fait que si t'es bien parti pour le client que t'as vu, ben tu peux retourner celui-là, puis sinon, ben tu peux essayer de retourner les autres pour Tenter ta chance. tenter ta chance, puis essayer de t'enligner. Tu essaies de le faire le plus tôt possible pour être capable d'avoir le temps de faire ton manoir pour respecter ses conditions puis faire des points, là. Puis c'est ça, c'est un jeu qui est comme très simple, très cute, j'ai le goût de dire, là. Tu sais, les illustrations, ça fait un peu cartoon, c'est semi-enfantin, c'est drôle, puis Les commentaires des personnages sont comiques, là. Il y a des c'est ça. références. Il y a beaucoup de références européennes, je dirais, là. Il y en a une couple que comme je comprenais pas la joke, là. Mais je suis sûr que c'est drôle. Parce qu'en tout cas, celle que je comprends, il était quand même comique, là. Je sais pas, là, mais ça doit être drôle, tu sais. Je suppose. Ouais. Mais ouais, c'était drôle. Puis tu sais, comme tu dis, le jeu de placer ses cartes de façon à relier les étages, puis tout ça, tu sais, il y a des fois des scénarios qui sont un peu différents. Nous autres, on en avait eu un où est-ce que tu commences, puis il y a comme quatre personnes qui sont vraiment pas satisfaites de leur service. Mais si tu es capable de les entourer avec d'autres cartes, à flipper, puis là, ben, ça pouvait des fois détruire ton arrangement de pièces puis d'échelles. Mais tu sais, c'était intéressant. Ça te permettait de récupérer des points. Puis moi, j'ai trouvé ça bien. Complexité, stratégie, j'ai envie de dire que c'est du 1B. Moi, je pense que peut-être un ou deux, là, Non, ouais, plus proche de un, là. C'est quand même assez simple. Là. Tu reçois 3 cartes, t'en choisis une, tu passes les autres, puis les conditions de scoring, c'est rien de trop ésotérique, là. C'est ça. Puis il faut que tu penses un peu à comment tu fabriques ton manoir pour essayer de maximiser tes points avec les cartes que tu as. Essayer de, au possible, t'arranger pour que tes malus ils disparaissent. Ah oui, parce que tu as un truc aussi qui fait que si à la fin tu as des cartes pas connectées parce que tu les as placées d'une façon ou que tu as remplacé certaines cartes, ben ils peuvent sauter. Fait que tu as moyen de te débarrasser de certaines cartes gênantes dans ton hôtel. Mhm. Fait que c'est pour ça que je donne un B. Là. Tu sais, il y a quand même un petit quelque chose à regarder et à planifier. Yep. Puis si ça vous intéresse, le jeu s'en vient sur BGA, je crois, là. Je pense qu'il est en alpha. Même si on n'est pas supposé parler des jeux en alpha sur BGA, mais ça nous a jamais arrêté avant.
Fait que c'était Manoir Bizarre. Fait que maintenant, on arrive au plat principal, le duel de jeux de dinosaures. Je vais commencer avec First Giants, jeu qui est sorti cette année, designé par Matthew Dunstan et Brett Gilbert, et publié par Space Cowboys. Et c'est distribué par Asmodee Canada qui nous a envoyé une copie pour qu'on puisse l'essayer pour vous. Merci, Sam. Donc, dans First Giants, on est des paléontologues qui essayent d'aller chercher des fossiles de dinosaures puis d'en faire la plus belle exposition possible pour pouvoir accumuler plein de points. À la base, c'est un jeu de draft de cartes. Chaque joueur va avoir comme 4 petits tokens qui est comme ses actions. Puis il va avoir 4 emplacements avec autant de cartes qu'il y a. En fait, avec 2 cartes chacune. Puis là, à ton tour, ben, tu peux décider de soit mettre un de tes jetons sur un de ces 4 emplacements-là pour prendre une des cartes. Puis si tu as déjà des jetons qui sont placés, ben, tu peux décider de récupérer tous tes jetons pour ensuite soit exposer des dinosaures ou soit collecter de l'ambre, qui est la monnaie pour pouvoir exposer des dinosaures. Parce qu'on le sait, il faut que tu de l'ambre pour exposer des dinosaures dans un musée. Ouais, c'est un peu particulier. Je sais pas si c'est parce que c'est avec ça qu'ils vont faire tenir les os dans ce musée-là, là. Mais, mais ouais, je pense que ça filait Jurassic Park, là, avec la canne, avec l'insecte dedans. Je pense que c'est juste pour ça qu'ils ont mis l'ambre, parce qu'il y avait besoin d'une monnaie. Fait que, en tout cas, fait que ça va te coûter de l'ambre pour pouvoir exposer des dinosaures. Puis la raison pour laquelle aussi je disais c'est sûrement pour coller les os, c'est parce que plus le dinosaure est gros, plus ça te coûte de l'ambre pour pouvoir l'exposer. Puis tu as 4 tailles de dinosaures qui sont 1, 2, 3, puis les œufs. Les œufs sont spéciaux. Puis tu peux. Puis les dinosaures viennent en 5 catégories. Fait que tu as les gros carnivores, les marins, les mammifères. Ouais, je dis dinosaures, mais il y en a que c'est des mammifères, c'est pas des dinosaures. Il y en a que c'est des poissons. Ouais. Puis on a des volants, c'est ça. Puis on a aussi des herbivores. Bon, OK, il n'y a pas juste des dinosaures. C'est pour ça que c'est des giants, tu sais, c'est pas juste des dinosaures. Mais il y en a en masse pour que ça compte. Puis c'est ça. Fait que tu sais, pour quand tu vas les afficher dans ton musée, ben, il faut que tu fasses des collections parce qu'il faut que tu organises ton musée pour que ça paraisse bien. Puis tu peux faire des collections en fonction des catégories de dinosaures. Ben, de dinosaures. Je vais dire dinosaures tout le temps, OK? Ça va être plus simple. Là. Fait que tu peux les faire en fonction des catégories. Fait que dans le fond, juste des carnivores, juste des herbivores, tout ça. Ou tu peux les faire en termes de taille. Fait que une exposition de petits dinosaures, des moyens, puis des gros. Puis là, le fait de prendre des collections sur la taille, ben, ça te prend plus de dinosaures parce que tu as 5 familles. Mais ça va te donner aussi plus de points. Parce qu'à chaque fois que tu agrandis une exposition, tu vas faire 2 points. Puis si tu réussis à compléter la collection, c'est-à-dire avoir, admettons, 5 dinosaures de la taille 1, ben, tous les jetons de 2 points que tu as collectés, tu vas les revirer, puis ça va donner 3 points parce que tu as une collection complète. Fait que ça te donne un bonus supplémentaire de compléter ta collection. Puis, tu sais, comme je disais, en taille, ça te prend 5 dinosaures, mais quand tu y vas en famille, ben là, ça t'en prend juste 3. Parce que tu as juste besoin du 1, du 2 ou du 3. 1, 2 et 3, excusez, pour compléter ta collection de, mettons, de carnivores. Puis, à la limite, tu peux utiliser un œuf pour remplacer n'importe quel des dinosaures de la famille qui te manque. Ouais, parce que l'œuf, c'est comme une couleur qui est frimée pour la valeur. C'est ça. Puis, c'est ça. Puis, ce qui est intéressant, en fait, c'est que là, ça, c'est la partie exposition, c'est ça qui fait des points. Mais tu as aussi une espèce de mécanique de construction d'engin ou de draft. Ouais. J'allais dire gestion de main, mais ça n'a pas rapport, mais c'est vraiment de draft. Où justement, la carte que tu vas prendre, chacune des cartes va avoir aussi des effets. Fait qu'il y en a que c'est des cartes qui vont avoir des effets instantanés. Du genre, OK, quand tu prends cette carte-là, tu gagnes X ambre. Ou quand tu la prends, au moment où tu la prends, tu peux décider de payer de l'ambre pour acheter des points. Fait que si tu as plein d'ambre, ben, tu peux te faire des points comme ça vite, vite. T'en as aussi qui ont des effets que si tu la prends,
il va avoir un effet persistant qui va faire qu'à chaque fois que tu vas, admettons, piocher un dinosaure d'une couleur que tu n'as pas déjà dans ta main, ben, tu vas faire un nombre ou faire un point. Puis tu as plusieurs cartes comme ça qui peuvent fonctionner ensemble. Tu as aussi certaines cartes qui sont des cartes qui ont un effet troupeau, qui fait que quand tu la prends, quand quelqu'un d'autre ou quand toi, tu vas avoir d'autres cartes troupeau, tu déclenches toutes les cartes troupeau que tu as dans ta main. Fait que tu peux avoir des engins comme ça qui font que si tu as plusieurs de ce type de cartes-là, ben, il y a un autre joueur qui prend une carte troupeau pour l'avoir dans sa main, ben, toi, tu te mets à déclencher plein d'effets, puis tu ramasses des ressources, tu fais des points ou tu peux même ajouter des dinosaures dans ton exposition en dehors de la phase où tu rapatries tes jetons. Parce que quand tu rapatries tes jetons, normalement, de base, c'est comme le seul moment où tu peux ajouter des dinosaures à ton exposition en payant l'ambre. Mais si tu peux pas payer, admettons, ou si tu veux pas payer, tu peux aussi avoir de l'ambre. Ouais, dans le L'autre fond, façon, chaque jeton que tu récupères te donne un arme ou une exposition. Là. c'est ça. Puis, tu sais, en jouant certaines cartes, par contre, tu vas avoir d'autres opportunités de faire des expositions de dinosaures. Il y en a que ça faut que tu payes, il y en a qui vont être gratuites selon la carte que tu prends. Puis, ce qui est cool, je trouve, c'est que quand tu envoies tes dinosaures dans l'exposition, ben tu perds leur effet de quand ils sont Oui, dans ton tableau. Fait que tu sais, les cartes qui ont un effet instantané, tu t'en fous, à la limite, tu veux les exposer tout de suite. Mais les autres, peut-être que tu veux les garder un peu plus longtemps pour profiter de leur effet. Mais en même temps, il y a comme un aspect que t'as pas parlé de course aux expositions. Fait que quand t'es celui qui a la plus grosse exposition d'une famille ou d'un nombre, ben ça te donne des points bonus. Puis si t'es le premier à finir celle-là, ben t'es sûr que tu t'en feras pas voler parce que pour la voler à l'autre, faut que tu dépasses. Fait que tu sais, si Vince, il y a déjà 2 cartes rouges, mettons, ben moi, ça m'en prend une troisième pour aller chercher. Puis là, quand j'arrive à 3, ben Vince pourra jamais se rendre à 4 parce qu'il y a juste 3 spots par famille. Fait que je vais garder ces points bonus-là jusqu'à la fin. fait que c'est ça. Fait que tu es tout le temps en train de regarder ton petit engin, de regarder ton petit tableau, mais tu regardes aussi le tableau des autres pour savoir, OK, que lui est à veille de finir cette famille-là, ça vaut-tu la peine que moi j'essaye de la finir ou je vais tout de suite pivoter vers une autre collection pour pouvoir faire des points qui sont plus garantis. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment cool. Ça se joue rapidement. C'est super simple à jouer, mais tu as quand même des décisions intéressantes, justement, du fait de savoir est-ce que je veux garder ces cartes-là dans mon tableau longtemps, pas longtemps? Est-ce que je suis capable de faire rouler les différents effets? Puis on te met la pression pour faire les expositions parce qu'il y a 2 timers à la fin de la game. Il y en a un, c'est le nombre de jetons d'augmentation de collection qui sont joués. Fait qu'en fonction du nombre de joueurs, il y en a X. Puis il y a le deck de cartes de dinosaures. Fait que si tu fais pas si tu complètes pas les collections, ben, à un moment donné, le deck va finir par se vider. Puis si tu fais plein de collections, ben, à un moment donné, la fin de la game arrive. Ouais, j'ai l'impression que, Fait que en tout cas, moi, dans mon expérience, ça s'est toujours fini de même. Là. On n'a jamais épuisé le deck. Là. ouais, T'as pas ben, de je temps pense que d'intérêt à partir plein de familles puis à pas les agrandir. Là. non, c'est ça, justement, parce que t'as le bonus de compléter ta collection ben, ou ta famille, puis tu as le bonus de la course, d'être en avant pour ce type de collection-là. En tout cas, je pense que c'est pas une bonne stratégie d'espérer la fin du deck, là, Non, c'est ça. parce que je pense que tu vas laisser beaucoup de points sur la table là, si ça arrive. Fait que c'est ça. Puis oui, je n'avais pas parlé. C'est illustré par Maude Chalmel et Jessica Cognard. Puis les dessins, je les trouve très beaux. Ça fait vraiment. C'est des dessins très. Comme un peu dans la transparence. C'est un peu vraiment des. Comme des genres de je- croquis que des c'est paléontologues auraient ça. peut-être vraiment pu faire. C'est ça. J'avais sketch, mais c'est croquis le mot qu'il me fallait. Puis tu sais, c'est super bien dessiné. Puis tu sais, on reconnaît bien les différents dinosaures, les différents animaux. Fait que moi, j'ai trouvé ça très joli, très beau. Puis c'est Ouais. ça, t'as le côté croquis avec l'animal comme vivant. Puis l'autre côté, ben, t'as une photo du squelette quand il Mhm. est exposé.
Ah non, tout le jeu, là, le matériel est vraiment superbe. Là. Le jeu, il vient avec. Plutôt qu'avoir un insert, t'as comme trois espèces de boîtes en carton qui ont l'air de des vrais gros coffres avec des planches. Là, Pour transporter des squelettes, là. ouais, ou de l'équipement d'archéologie. Là. Puis tu sais, les jetons d'ambre, c'est des vrais jetons en genre d'acrylique, Translucide. translucide. Ouais. Ils ont l'air d'être collants. Là. Ils sont pas, là, mais. Ça ressemble Faut un pas peu les mettre dans au. la Tu bouche. sais, Les mettons pastilles, au genre. Dolorama, là, les genres de vases là, avec des petites roches dedans. Là. Comme ça, mais tout jaune ambre. Ah, ah. Et sinon, tu sais, les jetons de poing, c'est comme des grosses feuilles, c'est des gros jetons en bois là, en forme de feuilles de fougère. Là. Préhistorique, bien sûr. Ouais, comme si c'était une feuille fossilisée. Mhm. D'ailleurs, comment ils ont fait dans Jurassic Park pour recréer des vieilles feuilles si. Parce qu'ils se faisaient pas piquer par des mouches, là, les plantes. Plot Ouais, hole! je pense qu'on est mieux de pas essayer de creuser sur ce qui fait puis ce qui fonctionne pas dans Jurassic Park parce qu'on va détruire nos jeunesses. J'aimerais qu'on laisse mes souvenirs d'enfance tranquilles, s'il te plaît, Sam. On va reparler en dessous de la table. Parce que j'ai une fan theory qui règle tous ces problèmes-là. C'est pas moi qui l'ai inventé, là, mais je l'ai lu puis je trouve ça intéressant. On s'en reparle en dessous de Ok. la table avec les Patreons. Ouais. Bon. Fait que c'est ça, c'était First Giants. Moi, je qualifierais la complexité, je dirais 2 entre B et C. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Là. C'est simple, mais quand même tinky, puis c'est comme. C'est des petites décisions qui sont importantes. Genre dans quelle famille tu te lances, quelle synergie tu vas aller chercher avec tes cartes, mais aussi quand est-ce que tu reprends tes workers. Parce que c'est Ouais, ça, facile de comme te dire ah je vais tout le temps mettre mes cartes puis les récupérer après pour faire plus de ressources, mais comme t'es capable de te déphaser des autres pour aller chercher les cartes qui s'en viennent plus vite, ben des fois ça peut valoir la peine d'abandonner l'ambre ou l'exposition de plus que t'aurais pu avoir. Là. Surtout quand t'es moins de joueurs, ça devient ouais, plus facile de prévoir plusieurs coups d'avance. Surtout du fait que tant que t'as un pion qui est dans un des quatre displays, là, tu peux pas retourner là. Fait que t'as comme quatre petits marchés de deux cartes, puis si j'ai déjà placé mon jeton dans le marché 1 puis 4, ben je peux pas y retourner après. Fait que peut-être que je veux récupérer plus vite que Vince juste pour aller chercher les cartes qui sont là. Mais si Vince il y a déjà des jetons là aussi, ben je sais que je suis pas pressé, tu sais. ouais. Puis, j'ai envie de dire qu'à 2 joueurs, c'est aussi important parce que quand on est plusieurs, les marchés, ils bougent pas mal. Tu sais. Il y a des bonnes chances que les cartes qui te tentent, ils vont tenter à quelqu'un avant que ça revienne à toi. À 2 joueurs, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu sais, on voit toujours c'est quoi la prochaine carte qui va être ajoutée au marché. Fait qu'à 2, tu sais qu'est-ce qui va être disponible pour l'autre. Puis ça peut influencer ta décision, justement, de dire ah, ok, lui, il a l'air d'avoir une famille, puis la carte sur le dessus, elle pourrait l'aider. Fait que tu sais, je peux essayer peut-être de le bloquer en envoyant cette carte-là dans un endroit où il est déjà, ou justement, je vais décider de reprendre mes jetons pour skipper un tour, puis m'assurer que lui, il soit obligé de la faire jouer pour qu'après ça, moi, je la prenne. Fait qu'à 2 versus à plus, il y a une bonne différence de la façon de jouer, je trouve. Puis je pense que je le préfère à deux parce que justement, t'as un petit peu plus de contrôle, tu peux manipuler le board puis le timing pour t'arranger. Versus, tu sais, à 3 ou 4, t'es plus comme en réaction à qu'est-ce qui s'est passé, puis genre, qu'est-ce que je peux faire de mieux avec qu'est-ce qui me reste en ce moment. Ouais. Puis Mais il y a aussi, il est un petit peu plus stratégique, long terme, là. ouais, à plusieurs, tu as aussi les cartes troupeaux qui deviennent plus fortes. C'est Parce que, vrai. veux pas, il y a d'autres personnes qui vont se mettre à prendre des cartes. Fait que si tu commences le jeu avec des cartes troupeaux dans ta main, ben, il y a des chances qui se déclenchent plusieurs fois avant que ton tour revienne. Fait que, tu sais, change aussi la puissance de ces cartes-là. Versus à 2, tu sais, moi, je regarde la carte troupeau, puis je me dis, ouais, tu sais, si t'es le premier à en avoir une, c'est pas pire, mais si
l'autre joueur en a une. Moi, j'essayais de pas trop les prendre pour pas te donner le bonus à toi. Non, mais en même temps, moi, après ça, j'allais toutes les chercher, puis comme. Tu faisais des bonus Je faisais aussi, ouais. des. Tu sais, comme. Je pense que t'as comme pas le choix de suivre, parce que sinon, si toi t'en prends pas, moi, je décide d'en prendre une deuxième, là, je fais 2 bonus. J'en prends une troisième, j'en Ouais, fais 3, t'en fais encore 0. T'es largué pas mal, là. ouais. Peut-être pour ça que j'ai Mais gagné. ouais, t'as gagné, mais pas avec des gros scores par rapport à moi. Là. Tu sais, j'étais quand même serré. C'était pas des dégelés. Mais peut-être c'est le truc qui me manque dans ma stratégie. Là. T'allais peut-être les chercher. Je pourrais. T'aurais peut-être donné une 4 points de plus qu'il te fallait pour me rattraper, là. Ouais. Mais ça s'est tout le temps fini à peu près ça. Là. 3-4 points, là, 2 des fois. Là. Ouais, toutes les games que j'ai jouées, c'était très serré. Même la première fois que j'ai joué, c'était à la journée Board Game Duel là, avec Dominique et Claude. Puis tu sais, ça a fini. Je pense qu'on était moi, Dominique et Gal. Puis le troisième, il était comme à quelques points de nous autres. Là. Mm. Fait que très tight, très cool. Ouais. Puis pour ceux qui connaissent, c'est une réimplémentation du jeu Elysium, qui est un des premiers jeux que j'avais joué avec Ariane dans le temps. Une des premières fois, je suis allé au Montagu, ici à Sherbrooke. Mais je me rappelle pas de grand chose à part qu'il y avait des cartes qui, des fois, étaient comme dans ton Panthéon ou dans ton une autre affaire thématique là, qui est comme l'équivalent de ton étude puis ton exposition. Là. J'ai aucune idée à quel point que les jeux sont pareils ou différents parce que ça fait trop longtemps que j'ai joué à Elysium puis je m'en rappelle plus. Mm. Donc c'était First Giants. Et pour le dernier jeu qu'on va vous parler aujourd'hui, hein, du premier au dernier, mais non le moindre, je vais vous présenter Soros, qui a été designé par Cold Smith, publié par Tangerine Games et distribué ici par Hilo, qui nous a envoyé une copie pour qu'on puisse l'essayer aussi. Encore une fois, jeu à thématique dinosaure. Et celui-là, c'est un jeu de placement de tuiles, mais un peu mélangé que du jeu de levée. Mais c'est plus un jeu. Tu sais, moi, on me l'avait pitché comme un jeu de levée avec du placement de tuiles, mais j'ai envie de dire que c'est plus un jeu de placement de tuiles avec des levées pour savoir quelle tuile que tu vas pouvoir placer. Ouais, ça file vraiment plus comme ça. T'sais. La levée est là, est importante, mais c'est pas ça qui te fait gagner, ultimement. Non, puis même que si t'en gagnes trop, c'est pas bon. Parce que comment ça fonctionne, c'est que tu vas avoir justement 7 tuiles qui vont avoir différentes informations dessus. Fait qu'ils vont avoir une couleur ou une famille de dinosaures, encore une fois. Puis dans ce cas-ci, c'est toutes des dinosaures, contrairement à First Giants, là, qui a d'autres animaux préhistoriques. Là. Fait que, hein? Ben, attends, là, il y en a un, j'ai envie de dire, je sais pas à quel point il est catégorisé dinosaure, là, c'est l'oiseau préhistorique. Ouais, mais c'est comme le premier oiseau, mais c'était un dinosaure quand même. Parce que les dinosaures, il y avait des plumes. Get over it. Ouais, j'allais pas critiquer cet aspect-là, mais lui, il volait, il était pas comme les autres. Mais bref, c'est ça. Fait que tes tuiles, ils ont une couleur, ils ont un chiffre, puis ils ont aussi un symbole dessus qui va être soit des traces de pas, des os, des œufs, Les dents. des dents. Fait que il y a différentes affaires. Puis dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'au début de la levée, on va retourner une tuile du pool qui va déterminer comme la couleur de l'atout, mais juste pour cette levée-là. Fait que mettons, je retourne une tuile bleue. Après ça, j'ouvre la levée, ben, je peux jouer une tuile bleue ou je peux jouer une tuile d'une autre couleur. Là, les autres joueurs sont obligés de jouer une tuile de la même couleur s'ils peuvent suivre. Et, tu sais, les valeurs sur les tuiles vont de 0 à 9. Et c'est la plus haute carte d'atout qui va remporter. Ou sinon, la plus haute carte, la plus haute tuile d'atout qui va remporter. Ou la plus haute tuile de la couleur qui a été demandée s'il n'y a pas d'atouts qui ont été joués. Sauf que, si quelqu'un joue le 9, qui est la valeur la plus haute, et que une autre personne joue le 0, ben le 0 bat le 9. Qui est, je pense, une règle qu'on avait oubliée la dernière fois qu'on a joué. Oui. En fait, à toutes les fois qu'on a joué, je pense qu'on a oublié une règle. Pourtant, c'est pas un jeu très compliqué. Puis j'allais dire, t'allais en oublier une autre aussi, c'est que t'as le Tyrannosaure Rex. Oui, Puis lui, c'est comme ben, un. j'allais y arriver, mais le T-Rex, il est je- comme au-dessus de tout ça, fait que c'est comme un super atout qui bat tout.
puis qui peut se jouer même si tu serais capable de fournir, mais qu'il n'y a, pas de valeur, puis il y a comme pas de famille associée non plus. Quoi qu'il y a 2 T-Rex dans le jeu, fait que j'imagine que si tu colles les deux, ça pourrait te valoir des points, parce que après avoir fait la levée, le gagnant va placer 2 des tuiles qui ont été jouées, la sienne plus soit celle qui est au centre ou soit celle d'un autre joueur. Puis si tu prends celle d'un autre joueur, dans le fond, celle qui est au centre va aller à ce joueur-là. Fait que tout le monde va placer une tuile, sauf le gagnant qui va en placer 2. Fait que là, t'es places sur ton plateau personnel. Et chaque plateau a comme une géographie qui est un peu différente. Là. C'est comme une espèce de forme de. Tu sais, il y a comme une illustration de dinosaure dessus, puis tu fais une forme qui fit à peu près Ouais, vaguement non, qui a avec pas la l'air d'un silhouette de ce dinosaure. dinosaure-là. Là. Mais bref, tu sais, des fois, il va y avoir plus ou moins de tuiles adjacentes que tu peux placer. Fait que là, la première que tu places, tu peux la placer n'importe où, mais les autres, tu dois les placer orthogonalement adjacentes à cette tuile-là. Et c'est là que les symboles qui sont sur les tuiles vont devenir importants parce qu'à la fin de la manche, dépendamment de comment que ces tuiles-là sont placées, ben c'est ça qui va te valoir des points. Fait que t'essaies de faire des groupes d'une même famille ensemble. Plus t'en as, plus ça vaut de points. Les traces de pattes, ils essaient d'être des paires. Fait qu'une paire de traces de pattes, ça vaut 5 points. Si c'est des triplés ou des pattes seules, ça vaut pas de points. Les œufs, c'est juste, tu regardes quel joueur a le plus d'œufs, ça lui donne 4 points. Les os vont faire 1 point par œuf adjacent à cet eau-là. Puis les dents, je pense, essaient d'être. Sont plus Tout payantes s'ils seul. sont tout seuls. Ouais, Ils c'est valent- 2 points quand une dent est isolée, mais quand il y a des dents qui sont collées, ils valent juste 1 point chaque. C'est ça, 2 ou plus. Là. Fait que bref, t'as comme tout plein de restrictions que t'essayes d'optimiser en même temps. Puis, ben, t'es quand même assez limité dans où est-ce que tu peux placer tes tuiles. Là. C'est sûr que la première, t'as un peu plus de choix, mais après ça, faut que tu te places à côté d'elle, puis après ça, à côté d'une de ces deux-là, puis là, comme... Tu sais, c'est pas tous les spots qui ont, genre, une place en haut, en bas, puis à droite, puis à gauche, là. Des fois, t'es dans Ouais. un petit coin, t'as juste une tuile qui peut être adjacente à celle-là, l'autre en a deux, l'autre en a trois après, fait que tu sais, comme... C'est pas tous les plateaux qui sont faits pareil non plus. Ouais. Puis, mais pour t'aider, tu as 2 emplacements de réserve. Dans le fond, quand tu gagnes une tuile, tu peux soit la placer directement dans sur ton plateau, adjacente à une autre de façon orthogonale, ou tu peux la mettre en réserve. Là, tant qu'elle est en réserve, tu peux décider à un moment donné de la jouer. À tout moment, tu peux comme placer 2 tuiles, dans le sens où quand tu es celui qui gagne la levée, tu places ces 2 tuiles-là. Mais si tu n'es pas celui qui gagne, tu peux placer la tuile que tu avais devant toi, plus une de tes tuiles qui était en réserve. Puis si jamais à la fin de la partie, il te reste des tuiles en réserve, ben, chacune des tuiles qui te reste t'enlève des points. Fait que, tu sais, ça te permet d'avoir un peu de flexibilité, mais il faut que tu te rappelles qu'il va falloir que tu places ces tuiles-là. Puis c'est que si jamais tu gagnes trop de levée, comme tu as dit tantôt, Sam, ben, si tu finis que tu as 2 tuiles dans ta réserve, ben, tu perds 4 points parce que tu as trop gagné. Une bonne manche, ça va peut-être faire 20 points. Fait qu'en perdre 4, c'est quand même pas rien, là. Puis même 20, c'est une grosse manche, là. Des fois, c'est plus en... J'en ai eu à 11 ou 15. 12, ou quand ça va pas bien, ou... C'est comme 15, c'est peut-être la moyenne, mettons, là. Puis comme je disais, tous les plateaux sont pas pareils, mais pour comme équilibrer ça, on va faire autant de mains qu'il y a de joueurs, puis après chaque main, on échange les plateaux avec les voisins. Là. Fait qu'on va jouer Fait que, tu sais, chaque fois, tout le monde va jouer sur chaque plateau une main. si tu as commencé la game avec le mauvais plateau, ben, tu vas pouvoir te reprendre avec les meilleurs plateaux que les autres ont. C'est bien entendu parce que le plateau était pas bon que tu fais pas beaucoup de points d'habitude. Ouais, c'est ça que t'essayais de te dire. C'est un jeu de levée de tuiles, là, fait que faut me laisser une chance. Mais comme on disait, il feel plus comme un placement de tuiles qu'un jeu de levée, mais t'as quand même t'as des aspects de levée, mais le fait que comme l'atout change à chaque levée, tu sais, ça... Moi, en tout cas, ça a fucké mes réflexes de joueur de levée là, assez fortement que la première game, j'avais comme pas tant trippé parce que justement, je trouvais que c'était comme trop chaotique, trop random du fait que l'atout changeait tout le temps.
Mais il faut dire que Puis qu'on avait oublié une règle c'est ça, aussi. on avait oublié la règle que t'as comme un mini mulligan que tu peux échanger 2 tuiles avec la pioche. Fait que tu peux un peu te réarranger, mais c'est ça. Un coup que j'ai compris que c'est un jeu de tuiles, puis faut que tu essaies de manipuler les mains pour te débarrasser des tuiles que tu veux pas, puis garder les tuiles avec les symboles qui t'intéressent, les jouer au moment où. C'est sûr que t'as pas tout le temps le choix, parce que des fois, faut suivre la couleur, puis comme. Si c'est du orange, puis qu'il me reste juste une orange, ben j'ai pas de décision, là, j'ai pas le choix, faut que j'ajoute. Mais je peux essayer de m'arranger pour me garder flexible, justement, avec les 2 cartes, les 2 tuiles que je rejette au début, pour essayer de, comme, peut-être aller dans une ou 2 couleurs, puis délaisser les autres pour que quand c'est ces couleurs-là, ben là, après ça, j'y vais plus avec quel symbole j'ai le goût de jouer. Qu'est-ce que je pense que le gagnant de cette main-là voudra pas. Si je veux garder ma carte, ou sinon, tu sais, si c'est celle dans le milieu qui m'intéresse, ben là, je vais essayer d'en jouer une bonne pour m'en faire voler puis ramasser celle qui est dans le milieu. Mais c'est sûr que t'as pas tout le temps le contrôle là-dessus, mais tu peux essayer de tirer ton épingle du jeu pour manipuler ça, puis en avoir plus que tu penses la première fois que tu joues, je pense. Tu es d'accord avec ça? Ouais, ouais, j'ai envie de dire que oui. Je t'avoue que j'ai phase out un peu, fait que j'ai manqué un peu. Wow! Oui, je trouvais ça drôle. De juste dire oui avec plein d'assurance. Euh, La journée était longue. Mais ouais, non, c'est ça. Ça change beaucoup, justement, avec l'atout qui est tout le temps différent. Fait que c'est un peu plus difficile de prévoir à long terme comment ça va se passer. Là. T'as pas Quand t'as une main toute d'une couleur, t'es pas nécessairement confortable. Ben, moi, je T'sais. trouve que c'est le contraire, justement, parce que là, t'as plus de choix. Tu peux jouer à la tuile que tu veux, puis tu peux plus y aller avec les symboles, Ouais, puis c'est ça que j'ai dit pendant que t'as phase out, là. ouais, ok, ouais, Fait que là, je me excuse. répète pour nos éditeurs, je m'excuse, mais c'est de la faute à Vince. Ouais, ouais, ouais. Mais répète-toi pas. Là. C'est beau. Je pense que je suis d'accord avec toi. Tu vois, j'étais en train de redire la même affaire. Fait que, Non, tu wow. disais le contraire, justement. Mais Ah, ouais, peu excuse, importe. ouais. Ah, il va falloir que j'aille me coucher tôt à soir. Mais ouais, ouais, non, c'est très cool. Puis c'est ça, c'est. Moi, je suis pas super bon dans les jeux de levée, là. Fait que j'ai tout le temps de la douleur quand je vais jouer une tuile que je sais que je veux garder, mais que je vois bien que je serai pas en position de garder parce que je l'ai pas joué au bon moment. Tu sais, j'aurais peut-être dû la jouer plus tôt quand c'était l'atout ou j'aurais pu l'envoyer pendant que les autres n'étaient pas nécessairement intéressés par ce symbole-là. Parce que c'est ça, tu sais, les symboles que tu as, c'est la principale source de points. Là. Oui, tu peux faire des points avec les familles, mais souvent, c'est pas mal plus avec ton agencement de symboles que tu vas faire des gros scores. Ben, évidemment, tu vas faire les deux en même temps. Mais Ouais, là, ça devient tricky. mais c'est ça. C'est un bon puzzle. Puis comme tu dis, c'est vraiment plus un placement de tuiles avec une petite mécanique de levée. Là. Tu sais, c'est un peu, ça me faisait penser un peu dans le genre à Toshi où la levée est importante dans une certaine mesure, mais c'est pas le cœur du jeu qui te fournit tes points. C'est plus Mhm. Ouais, je suis d'accord avec cette comparaison-là. Par contre, contrairement à Toshitoshi, ben, pas contrairement, mais tu sais, dans Toshitoshi, c'est une petite boîte très minimaliste. Celle-là, tu sais, on a plutôt qu'avoir des cartes, c'est des grosses tuiles en acrylique, là, des styles domino, là, Ouais. qui claquent bien quand t'es mets à la table. Les illustrations sur les boards sont quand même très cool aussi, là. C'est des beaux dinosaures avec des aurores boréales pis tout ça, là, tu sais, c'est ton un peu mauve, vert, bleu Ouais, Aurore foncé, là. boréale, c'est pas mal le feeling. Tu sais, sur la couverture, on a un peu ça aussi. Là. Tu sais, il y a les aurores avec pas mal tous les sets de couleurs qu'on va voir dans le jeu. Mais ça a l'air drôle, mais je trouve ça cool, moi, d'avoir mes tuiles. Tu sais, c'est pas une main de tuiles, c'est plus tu alignes tes tuiles devant toi, puis ils restent debout. Puis ça, je trouve ça Fi- cool comme Petit feeling façon de. Mahjong, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que
peut acheter des plateaux en néoprène, là, mais nous autres, on avait les plateaux bien basiques. Là. Je sais pas je pense pas que ça vaut la peine, Non, moi non plus. mais c'est ça, la présentation est super bien, là, à mon avis. Yes, les deux jeux ont du très beau matériel avec des belles illustrations, puis c'est cool, les dinosaures. Ouais, clairement. Hein. Tu sais, quand t'es petit, tout va bien, tu tripes ces dinosaures, puis là, un moment donné, comme personne te demande c'est quoi ton dinosaure préféré. C'est là que les problèmes commencent. Parce que Ben ouais. les gens, ils s'en foutent maintenant. C'est quoi ton dinosaure préféré? Ben, tu sais quoi? Nous autres, dans notre labo, on a remédié à cette situation-là parce que sur la porte du bureau à moi et ma collègue, on a une feuille sur laquelle il est écrit t'as été un adulte depuis assez longtemps. Maintenant, encercle ton dinosaure préféré. Puis là, nous autres, on a encerclé nos dinosaures, mais il y a aussi des gens qu'on connaît pas qui les ont encerclés, leurs dinosaures. Fait que tu sais, je suis comme, c'est qui lui? Je le sais pas, mais il a encerclé son dinosaure préféré, puis on trouve ça bien drôle. Puis on a toute une petite collection de dinosaures sur nos ordis. Là. Maintenant, on avait un calendrier de l'Avent de dinosaures. Puis on faisait des échanges de dinosaures. Hey, non, c'était. Très cool. Va C'est falloir juste hot, les t'envoyer cet dinosaures. épisode-là à tes collègues. Ouais, il va falloir que je leur dise. Mais ouais. Ben ouais, c'est cool les dinosaures. Puis tu sais, là, on a parlé de deux jeux de dinosaures, mais tu sais, c'est vraiment un thème qui revient souvent. Là, tu sais, on peut penser à Draftosaurus, Raptor, Unmatch a fait une version de Jurassic Park. Ben, il y Il a y a plein de jeux là, qui essayent d'imiter Jurassic Park, justement, où ce que tu construis ton père de dinosaure. Là, les noms m'échappent, là, mais il y a Dinogenix. Dinosaur Island, Dinosaur World, probablement. Il y a eu un jeu de Legacy aussi, où ce que tu bâtissais ton parc Jurassic, là. Mais apparemment que les critiques étaient pas très bonnes. Attends, tu parles-tu du jeu qui a jamais sorti, là, qui était supposé être licencé avec Jurassic Park, puis qu'ils ont jamais fini par envoyer leur affaire? Là? C'était un des gros scams Kickstarter. Là. Non, il me semble que le jeu était sorti pour vrai. Là. Dice Tower, il avait fait une review puis tout, là. OK. Puis il l'avait complètement trashé. Fait que bref, Mais ouais. des Puis il y en jeux a de dans tous les niveaux de dinosaures. complexité. Là. Ouais. Il y en a pour les fins et pour les fous. On pourra pas tous les nommer. Là. Ben non, c'est ça. Là. Je pense qu'on pourrait finir par faire quoi? 1, 2, 3, 4 épisodes là-dessus, si on s'y mettait, si on persévérait vraiment à trouver tous les jeux de dinosaures. Là. Ouais, mais on n'aura pas le temps parce que de toute façon, les deux meilleurs sont dans cet épisode-là. Fait que vous nous direz, est-ce que vous êtes hashtag Team Sam avec Soros? Ou hashtag Team Vince avec First Giants. Ou sinon, si vous avez d'autres préférés, vous pouvez nous en faire part dans les commentaires. Dites-nous aussi, c'est quoi votre dinosaure préféré? Moi, c'est l'iguanodon. Moi, c'est le Parasaurolophus. Donc, vous pouvez faire ça sur Facebook, sur Instagram, sur Discord, sur Spotify, dans les commentaires sur YouTube, par courriel, boardgameduel@gmail.com. Dites-nous votre dino et votre jeu de dino préféré. Merci de nous écouter jusqu'à la fin. Merci à nos Patreons qui nous supportent et qui, grâce à ça, ont droit à toutes sortes de contenus bonus. Là, on a des épisodes bonus. On a des segments en dessous de la table qu'on enregistre après chaque émission. Puis là, ce soir, je vais vous dire pourquoi que ça marche Jurassic Park, même si il y a des fossiles de plantes puis d'autres incongruités dans le plot. Ouais. Pourquoi l'histoire fait scientifiquement pas de sens? Mais c'est correct, on a le droit de rêver si ça implique des dinosaures. Fait que sur ce, j'étais Vince. Attends, j'ai rien dit, on a-tu remercié Chrysalis, non? On vient de le faire là. Merci Chrysalis pour la chanson thème. Et sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Samosaurus. Puis on vous dit... Bye!
et publié par Space Cowboys, qui nous a été. C'est la copie qu'on a pu utiliser, c'est une copie qui nous a été donnée par ILO. Non, par Asmodée. La copie, on. Fasse tout ça, là.